Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et nous sommes ravis de vous accueillir à cette première journée sur le partenariat patient dans le cadre de la première semaine du partenariat patient organisée par le Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public de la faculté de médecine de l'Université Côte d'Azur. Et on vous remercie chaleureusement pour votre présence, qu'elle soit ici ou en ligne. Alors, nous présentons donc Sébastien Rubinstein et Maëlle Tisser en tant que tandem de partenariat patient-professionnel de santé. Mais nous sommes aussi chefs de projet au CI3P. Et notre principale mission, c'est de développer un diplôme universitaire pour former les personnes atteintes de maladies chroniques et ou de handicap, que celui-ci soit visible ou invisible, pour leur permettre d'accompagner d'autres patients dans leurs propres soins. Donc, comme l'a précisé Maëlle à l'instant, je travaille pour le CI3P depuis maintenant le mois d'avril. Avant cela, j'étais déjà patient partenaire. J'ai une expérience professionnelle à l'hôpital Sainte-Marie à Nice en tant que médiateur de santé père pendant 8 ans, puis chef de projet au conseil local de santé mentale de la ville de Nice. Parallèlement, j'ai un, un parcours académique puisque j'ai soutenu une thèse de doctorat en droit de la santé en 2021 sur le thème de la sectorisation psychiatrique. Et maintenant, je travaille donc avec Maëlle sur la mise en place de ce DU de Père Aidance dont nous allons vous parler. Donc, la reconnaissance croissante du rôle des patients dans les soins, l'accompagnement et la transformation des institutions de santé rend indispensable la formation spécifique des pères aidants. Ces derniers occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante dans les structures sanitaires, médico-sociales et associatives. Donc, ce DU propose une formation professionnalisante ancrée dans les pratiques de terrain afin de permettre aux personnes concernées d'acquérir les savoirs, les compétences, les postures nécessaires à la péréquation en santé, à l'éducation thérapeutique et au partenariat patient. Il propose également une compréhension fine des enjeux institutionnels, juridiques, éthiques et communicationnels liés à ces nouvelles pratiques. L'approche est interdisciplinaire, centrée sur l'expérientiel, la posture réflexive et la co-construction des savoirs entre pairs aidants, professionnels de santé, universitaires et patients partenaires. Alors, les enjeux. Les enjeux et les objectifs de cette formation. Donc, pour nous, il y avait un enjeu important quand on a réfléchi à la construction de ce DU, c'était de se dire de quoi vont avoir besoin les futurs pères aidants pour exercer au quotidien, en termes d'outils pratiques, mais aussi au niveau théorique, sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer. Donc, on a imaginé des objectifs de formation qui sont en lien avec cette praticité-là. Il y avait un enjeu fondamental qui était d'acquérir les fondamentaux juridiques, éthiques et relationnels du rôle du père aidant, et notamment en droit de la santé. Ensuite, on s'est dit à quoi comme outils pratiques qui peuvent être utiles vraiment dans la rencontre avec le patient, dans la gestion des moments de crise. Eh bien, il y avait les premiers secours en santé mentale, PSSM. Après, on s'est dit, l'éducation thérapeutique du patient, c'est maintenant un outil indispensable par rapport à l'autonomie. Ça fait partie des choses qui nous semblent importantes de construire et d'aider à construire pour les futurs pères aidants. Du même côté, Sébastien, avec son expérience de médiateur de santé père aidant, il m'a dit, mais en fait, dans les formations, il y a beaucoup de théorie, mais on n'apprend pas beaucoup à faire de la conduite d'entretien, on n'apprend pas l'écoute active, on n'apprend pas les techniques d'accompagnement. Donc on s'est dit, bah ça fait partie des choses importantes. Donc, on va le mettre en place.
Après, le DU, il se fait au CI3P. C'est le CI3P qui le gère. Le CI3P, c'est le centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public. Donc, évidemment, non seulement la manière dont on a conçu les enseignements, on les a conçus pour beaucoup en tandem de partenariat, mais on a aussi réfléchi à comment on pouvait intégrer la question d'une posture partenariale dans les projets de santé. Et donc, il y a des enseignements qui vont être dédiés à ça. Après, à l'heure actuelle, on voit bien que le numérique qui prend une place certaine. Bon, après, j'ai un biais puisque forcément, je travaille là-dedans. Mais on sait qu'il y a une obligation pour les professionnels de santé de se former à la santé numérique. Et on s'est dit, mais si ça se développe, il y a certainement des patients qui vont être laissés sur le côté, qui ne vont pas pouvoir avoir accès à certains services parce qu'ils n'ont pas accès au numérique, soit parce qu'ils n'ont pas les outils, soit parce ils n'ont pas suffisamment de littératie en santé numérique. Ils ne sont pas habitués à ces outils-là. Et donc, on n'a pas réfléchi à former des professionnels de santé numérique, on a réfléchi à, en tant que père aidant, il y a peut-être bien des choses que ces pères aidants-là, ils vont pouvoir faire pour accompagner des patients qui seraient en difficulté. Et pour ça, il faut qu'ils connaissent certains outils, certaines techniques et certains enjeux d'accessibilité à l'information. Après, on a un système de santé qui est très complexe. Et on s'est dit que c'était important de le comprendre, d'en avoir une connaissance. Ne serait-ce, alors, ils ont une connaissance. Les pères aidants, on va le dire après, hein, mais c'est des gens qui sont atteints de maladies chroniques ou de handicap. Et donc connaissent déjà par leur expérience le système de santé. Mais avoir une connaissance théorique de l'organisation du système de santé et puis du rôle institutionnel des pères aidants, ça nous semblait aussi très important pour pouvoir accompagner des personnes dans ce système qui est quand même très complexe. Et puis le dernier objectif, c'est on a des gens qui vont arriver, des étudiants, qui ont une idée de ce que c'est la pérédance. Et notre travail, ça va être de les accompagner. Donc il y a vraiment cette idée de les aider à concevoir et à développer un projet de pérédance qui soit personnel ou à l'intérieur d'un collectif. Alors, maintenant, je vais vous dire quelques mots sur le public ciblé et le recrutement. Alors, comme l'a évoqué Maëlle à l'instant, ce DU est un peu original et donc nous avons poursuivi l'originalité jusque dans le recrutement, puisque il n'y a pas de niveau de recrutement spécifique et le baccalauréat n'est pas requis. Pour nous, c'était important, puisque comme Maëlle vous l'a précisé précédemment, nous avons tous les deux nous sommes influencés par nos parcours personnels et professionnels qui sont très liés à la psychiatrie et à la maladie psychique. Et lorsqu'est venue la question du recrutement, je me suis permis de faire part de mes observations précédentes à ce sujet, puisque je pensais qu'il était dommage de se priver de futurs pères aidants, puisque souvent, dans la maladie psychique, euh, les patients et patientes sont atteints entre 17 et 30 ans. Et donc, c'est la période dans laquelle souvent les études se font et se défont aussi pour certains, malheureusement. Et donc, ça aurait été dommage de mettre comme prérequis le baccalauréat ou un diplôme post-bac pour intégrer ce DU. Donc pour nous, ça s'est fait assez spontanément, hein. Je crois qu'on a eu un accord très rapide à ce sujet. Donc ça nous a permis de cibler un public. Alors, ce DU, à la différence de la majorité des DU en pérénance de France, il ne s'adresse pas uniquement aux personnes concernées par une pathologie psychique. Il s'adresse à toute personne ayant une expérience de vie avec la maladie,
le handicap ou un trouble chronique désireuses de s'engager dans un parcours de pair et danse, donc associatif ou institutionnel. Donc, qui est concerné et ciblé par ce DU? Donc, les patients vivant avec une maladie chronique, un trouble psychique et ou un handicap visible ou invisible de naissance ou acquis au cours de la vie, les patients partenaires ou patients experts déjà impliqués dans des actions de santé et les personnes accompagnées dans des associations ou dispositifs de soins souhaitant devenir actrices de leur propre parcours et de celui des autres. Pour nous, la demande d'inscription, en fait, elle devait respecter quand même les canons universitaires. Donc, nous avons fait ça comme il nous a été demandé, c'est-à-dire dans un premier temps avec un dépôt de candidature où il fallait bien joindre les documents demandés, le curriculum vitae, la lettre de motivation, et l'ensemble des pièces sera examiné par le responsable de l'enseignement. Voilà, donc là, nous étions vraiment dans le cadre strict du recrutement universitaire. Puis, dans un second temps, l'entretien de sélection et de positionnement avec le responsable de l'enseignement pour valider la demande d'inscription et vérifier que les conditions pour intégrer le DU sont respectées. Alors, après, je vais laisser la parole à Maëlle qui va vous exposer le programme pédagogique et sa spécialité. Juste peut-être préciser qu'au-delà des critères d'inscription qui sont particulièrement difficiles à remplir, surtout quand on ne demande pas le bac, il faut quand même donner un diplôme. Hein. C'est qu'il faut quand même donner sur le site un diplôme, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. On a fait des entretiens, alors évidemment, sélection et positionnement, c'est le vocabulaire officiel. On a surtout fait des rencontres et essayé d'écouter les parcours des candidats pour voir si, avec leur parcours de vie, leur expérience de vie avec la maladie, ils étaient susceptibles de pouvoir suivre le parcours du début. Donc pour le contenu de la formation, alors, le diplôme s'organise en 2 semestres avec 152 heures d'enseignement organisées en théorie avec des cours magistraux, mais pas du tout en fait. En petit groupe, c'est plutôt des TD, des ateliers pratiques et puis un accompagnement personnalisé. Le DU, il va démarrer le 4 novembre et il aura lieu un jour par semaine en présentiel. On a pas mal réfléchi parce que 152 heures, c'est beaucoup. Venir une fois par semaine, alors on a des candidats qui travaillent. Et donc une fois par semaine, c'est déjà difficile. Et en fait, 152 heures, ça dépassait une fois par semaine. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis quelques cours sous forme de vidéo sur la plateforme Moodle de l'université pour que ceux qui travaillent ne viennent qu'une fois par semaine à l'université et puissent suivre le reste de la formation en distanciel à 5 heures. Évidemment, ça ne concerne pas tout ce qui est écoute, accompagnement, etc. C'est plutôt les cours théoriques. Ceci étant, avec Sébastien, on s'est aussi dit qu'il y avait peut-être des étudiants qui seraient en difficulté face au numérique et à une plateforme telle que Moodle qui, si elle est intuitive, ne l'est pas pour tout le monde, d'une part. Et d'autre part, on sait aussi qu'il y a des personnes qui peuvent avoir quelques difficultés à se motiver à travailler seules chez elles. Et donc, on a proposé de mettre une salle à disposition pour les personnes qui seraient en difficulté sur ces 2 points-là et d'ouvrir une fois par semaine une salle à l'université pour que les personnes en difficulté viennent et puis qu'on puisse les accompagner. Ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes à l'université de suivi. Alors, voilà comment on l'a imaginé. Donc, au premier semestre, on s'est dit qu'on allait mettre un peu des choses un peu plus théoriques et puis certaines choses pratiques, dont le droit de la santé. C'est Sébastien qui va faire les cours parce qu'il est parfaitement au fait de tout ça. Évidemment, le cadre légal, le droit des usagers, le secret professionnel, le statut du père aidant, puis un peu plus loin, on va dire aussi la question de l'éthique qui est fondamentale. Jean-Michel et Luigi en ont parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais bien évidemment qu'on s'inscrit dans la même lignée que sur ces points. Ensuite, il y aura 40 heures de formation sur l'éducation thérapeutique de patients, qui est une formation certifiante. Et qui va aussi dans les formations certifiantes, on aura les premiers secours en santé mentale qui seront dispensés par Sébastien.
Après, on a une UE qui va être à la fois théorique, mais surtout pratique, qui est l'accompagnement et les soins relationnels, dans laquelle on va développer un petit peu ce, ce que sont les théories de la relationnelle, mais surtout on va travailler la posture du père, la supervision, les groupes d'analyse de pratique, comment on fait des soins relationnels, comment on entre en relation avec quelqu'un, comment on l'accompagne. Et puis, ce semestre, on terminera par une UE qui s'appelle Soins et pères aidants, à la fois théorique, on va parler un peu de l'histoire des pères aidants, du champ d'intervention, puis surtout comment on co-construit les soins. Et puis, on va avoir des témoignages de professionnels de santé et de pères aidants qui travaillent ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce que ça amène de plus dans une équipe de soins quand il y a des pères aidants. Qu'est-ce que ça change? Au semestre 2, ben, je vous ai parlé de santé numérique tout à l'heure, ben, donc on va faire un peu de santé numérique. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la e-santé, les télésoins, comment on accompagne quand il y a des télésoins, parce qu'il y a des personnes qui sont très mal à l'aise avec ça. Les réseaux sociaux en santé, parce qu'on sait que c'est un vrai problème à l'heure actuelle, notamment en termes de désinformation, et on n'est pas aidé au niveau politique sur ce point. Et l'idée, c'est vraiment de venir réfléchir. On n'est pas sur la théorie, on va venir proposer des ateliers pour réfléchir à qu'est-ce qu'on fait quand on est face à des informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec l'IA, parce qu'il y a ça aussi qui arrive. Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir à comment on se positionne. Il n'y a pas l'idée de dire, ah non, non, faut surtout pas aller regarder les informations. Évidemment, les gens, ils y vont. L'information, elle est accessible, encore faut-il bien la chercher et savoir comment la chercher. L'UE suivante, elle sera notamment faite en partenariat avec le professeur David Darmon, qui est donc le directeur euh, médecin du CI3P et aussi le responsable pédagogique du DU, qui va parler littératie en santé, c'est-à-dire autour des vulnérabilités sociales. Et puis, notamment, et nous, on va travailler sur le rôle du père aidant dans la simplification de l'information. Parce qu'on peut avoir une information vulgarisée qui est correcte et sur laquelle on peut s'appuyer. Ensuite, évidemment, ben, on va parler du partenariat patient et du modèle de Montréal. Ce n'est pas nous qui allons en parler, c'est plutôt Rudy et Jean-Michel, autour des savoirs expérientiels, de la reconnaissance et des postures de partenariat. Après, on travaillera sur l'éthique et la déontologie. Donc, on aura déjà abordé un semestre 1, mais on va aller plus loin en proposant des questions qui peuvent poser problème dans la pratique du père aidant autour de dilemmes éthiques, avec des ateliers de réflexion. Puis, on va réfléchir à une déontologie du père aidant. Après, on en a parlé tout à l'heure, c'est complexe, les soins de santé, le système de santé. Donc, on va parler de l'organisation des soins de santé en France, de l'architecture du système, de qu'est-ce que c'est un parcours de soins, où sont et comment sont intégrés les pères aidants. À l'heure actuelle, ils sont plutôt intégrés en santé mentale. Le pari qu'on fait, c'est qu'on peut les intégrer dans tous les services. Puis on va parler économie de la santé, parce que 80 ans de la Sécu, c'est aujourd'hui, on peut bien se rappeler qu'est-ce que c'est la sécurité sociale et qu'est-ce que ça apporte. Après, on s'est dit que c'était important de travailler sur les représentations sociales de la maladie. Et donc, on va avoir une sociologue qui va intervenir sur ces représentations-là, sur la question de l'empowerment, avec des témoignages, pour réfléchir à l'évolution de qu'est-ce que c'est la maladie et qu'est-ce que c'est un malade. Ça sera plutôt théorique. Évidemment, on va revenir sur du pratique avec, on aura déjà fait en éducation thérapeutique du patient la conduite des entretiens individuels et motivationnels, mais on sait que c'était nécessaire d'en remettre une couche, non pas pour refaire redondance avec l'éducation thérapeutique, mais parce que c'est vraiment des outils qui sont importants et c'est important de pouvoir les maîtriser et de se mettre en mise en situation en tant que père aidant pour pouvoir apprendre ces techniques parce que c'est pas si simple que ça. Et donc, c'est bien de pouvoir le faire. Et puis, on va terminer sur la question du tutorat et de la conduite de projet. C'est pas une en soi, mais l'idée, c'est on va être une équipe de professionnels de santé et de patients partenaires pour accompagner de manière continue l'élaboration et l'accompagnement du projet individuel ou collectif du père aidant. Et l'idée, c'est qu'à la fin, donc, on va parler des modalités d'évaluation. L'idée, c'est vraiment ils vont avoir un petit mémoire à rendre, alors pas un mémoire au sens universitaire, académique, strict du terme, c'est pas notre enjeu. L'idée, c'est de pouvoir rendre compte de l'évolution des apprentissages et de leur posture pendant ce temps de formation, et puis de les aider à réfléchir, parce qu'on sait que l'écrit, ça aide à ça aussi, à réfléchir aux projets qu'ils veulent mettre en œuvre en tant que père aidant. Alors,
Maintenant, je vais vous dire quelques mots sur notre équipe pédagogique. Alors, je ne vais pas je vais pas m'attarder sur ah oui, sur chacun. Ils sont affichés là derrière moi. Donc, vous voyez, c'est une équipe euh, très complète, très bien formée, dont nous sommes très fiers, Maëlle et moi, puisque elle rassemble à la fois des universitaires de haut niveau, mais aussi des patients partenaires très impliqués dans le CI3P qui ont montré depuis de nombreuses années leur grande valeur. Et ça, pour nous, et aussi par respect du cadre dans lequel nous intervenons, qui est celui du CI3P, c'était vraiment indispensable de mettre en avant les qualités des patients partenaires les plus impliqués. Donc voilà, donc, pour nous, ça, c'était vraiment fondamental. Donc, vous voyez, nous faisons partie avec Maëlle donc, de l'équipe pédagogique au même titre que les autres. Nous intervenons, Maëlle dans sa spécialité et moi dans la mienne. Sinon, voilà, vous voyez, il y a des sociologues, des économistes, des professeurs de médecine, des médecins. Enfin, c'est très divers et c'est très complet. Donc ça c'est vraiment très important. Ah oui, Maëlle, rajouter. Oui, juste pour vous dire quand même que quand on a présenté ça à l'université, ça leur a fait tout drôle d'avoir des patients partenaires qui allaient intervenir dans la formation. Ils ont dit, mais pourquoi c'est pas des universitaires? Donc, David Darmon, qui est responsable du DU, il a dû leur expliquer pourquoi c'était intéressant. Je précise que c'était que des gens de la faculté de médecine qui étaient là ce jour-là pour la validation de la maquette du DU. Donc, c'est pas anodin. On en parlait tout à l'heure pour les étudiants infirmiers, c'est pas anodin ce mouvement-là. C'est important et ça mobilise et ça mobilise parfois contre. Parce qu'en fait, parce que la reconnaissance des savoirs expérientiels, ben, nous on l'a, mais par contre, la majeure partie des gens n'ont pas encore. Donc ben, sur des projets comme ça permet que ça avance un petit peu. Oui, donc ça c'est ce que vient de préciser Maëlle, c'est vraiment fondamental. C'est souvent parfois dans la rébellion et dans la confrontation que dans le domaine médical et institutionnel, certaines choses peuvent exister. Donc, maintenant, je vais vous dire quelques mots sur l'évaluation. C'est important, c'est souvent ce que nous demandent les étudiants aussi, et les notes, et comment ça va se passer, les examens. Alors, comme pour le début du soin, en partenariat avec le patient, il était important de valoriser la présence. Donc, euh, la présence est obligatoire et le contrôle continu représente une partie de la note qui sera finalement attribuée à l'étudiant. Et dans un second temps, nous allons demander, comme vous l'a précisé Maël lorsqu'il vous a évoqué les enseignements, nous allons demander aux étudiants de produire un mémoire en fin d'année avec soutenance orale. Alors, nous leur précisons, comme je vous précise maintenant, que ce mémoire est surtout un mémoire disons, de futures pratiques. On ne peut pas dire de pratiques, puisque alors nous avons certains pères aidants en poste, mais c'est très minoritaire, il y en a un ou deux, je pense, hein. Donc, ce sera surtout un mémoire qui mettra entre 20 et 30 pages. Il n'y a pas vraiment
de limite, mais qui permettra à l'étudiant de faire part de ses désirs, de sa vision de son futur métier. Et pour nous, c'est aussi important qu'ils le soutiennent oralement parce que, bon, nous pourrions aussi demander à ce qu'ils nous le rendent et puis et le corriger, mais pour nous, c'est important qu'ils le soutiennent oralement puisque nous voulons qu'il exprime, qu'il démontre à un jury comment il espère, il envisage d'exercer son futur métier qui est tout, sauf un métier neutre, puisque c'est quand même un métier qui demande une implication personnelle dans le professionnel, donc c'est quand même pas commun. Donc pour nous, c'était important que ça nous soit exposé oralement. Voilà, donc ça c'est pour le... Ah oui, et puis pour finir, ben voilà, cette formation, elle a un coût, comme toutes les formations universitaires. Mais un DU, c'est un petit peu particulier dans l'architecture des diplômes en France, puisque depuis la loi sur l'autonomie des universités, il faut que celles-ci trouvent des sources de financement et souvent les DU représentent, alors sans parler de MAN, représente quand même une source intéressante de financement et les universités peuvent obtenir comme ça certains financements et peuvent fixer elles-mêmes les coûts de formation. Alors, les coûts des DU sont très variables. Vous avez des DU autour de, je pense, autour de 400 euros, et puis d'autres à plusieurs milliers d'euros. Le nôtre se situe dans une fourchette qu'on pourrait dire moyenne basse, qui est de 957 euros. Voilà, alors pour le moment, c'est une formation qui n'est pas encore éligible au CPF puisque c'est une première, donc c'est pas possible au compte personnel de formation, pardon pour l'acronyme. Donc, c'est pas encore éligible. Nous allons faire les démarches puisque ça nous a été demandé par les postulants aussi, puisque certains, même beaucoup d'ailleurs, sont en emploi hein, et donc font des reconversions et aimeraient bien utiliser ce compte pour faire ce début. Donc voilà, on leur a précisé que malheureusement, ce serait valable probablement qu'à partir de l'année prochaine. Mais il faut savoir que nous prenons en compte cette dimension. Voilà. Alors oui, au plus tôt l'année prochaine, hein, y a rien de, effectivement, comme me dit Luigi, très, très justement, d'être modéré sur la question. C'est un espoir, voilà, que ça puisse être fait l'année prochaine, pas faire de fausses annonces non plus. Mais voilà, c'est un espoir parce que nous savons aussi, avec Maël et avec l'ensemble des créateurs de ce DU, que les patients participant à des formations sont souvent des personnes en difficulté financière et que pouvoir payer une somme d'argent comme celle-là, même si c'est 957 euros et que pour nous, du côté de l'enseignement, ça nous paraît peu puisque d'autres sont beaucoup plus chers, mais c'est quand même une somme importante. Donc, de ce fait, pour aussi pouvoir continuer à être attractif, nous allons tout faire pour que ce coût puisse être supporté de la façon la plus
la moins difficile possible pour les postulants. Voilà, je pense que c'est tout, mais je crois que Maëlle veut dire peut-être une dernière, un petit mot de conclusion. Donc, je vous passe, je vous le laisse. Pour vous dire aussi qu'on sait très bien que former des pères aidants sans acculturer les professionnels de santé, ben, on sait que ça va pas marcher. Donc, l'idée, c'est qu'on va profiter de cette année aussi pour commencer à... Alors, en santé mentale, les professionnels, commencent à être acculturés parce que c'est l'endroit où il y en a c'est l'endroit où ça a été développé, donc il y en a, ils le savent. On est déjà en contact avec le professeur Michel Benoît du département de psychiatrie du CHU, qui est tout à fait enclin à acculturer ses équipes. Mais il y a un enjeu fort à aller acculturer les équipes des autres services, et notamment soins somatiques dans les maladies chroniques. Pour l'instant, à ce jour, on n'a pas de réponse des chefs de service, mais ils sont quand même au courant que ça existe. Donc, on va aller relancer et essayer d'aller, si ce n'est former les chefs de service, peut-être former simplement les équipes et les acculturer à ce que c'est la pérénance et ce que ça pourrait apporter comme plus-value dans l'accompagnement des patients qui ont des maladies chroniques et ce que ça pourrait leur permettre de développer eux en termes de complémentarité des savoirs. Donc ça fait vraiment partie aussi du travail qui est le nôtre parce qu'on sait très bien que sinon ça ne marchera pas en termes après de rencontres a posteriori. Voilà un petit peu la présentation du virus.